Bonjour les amis, bonjour Hervé Carès, qui, une fois de plus, a bien travaillé. Alors, j'espère que nos auditeurs vont mesurer le privilège d'entendre Hervé Carès, parce qu'il a été intronisé, certes en distanciel, mais ça n'est qu'un début, il a été intronisé par LCI. LCI lui a demandé son avis et je trouve que c'est très intéressant et c'est assez significatif. C'est-à-dire que cette chaîne qui a été la plus militante depuis 1 an et demi, depuis le début de l'opération militaire russe, est en train probablement de préparer son atterrissage face à la situation qui évolue, dont on va parler, hein, en particulier sur ce qui se passe à Kiev. Ça, c'est la première petite info. La deuxième, c'est que on avait parlé la dernière fois, j'avais parlé du problème posé par le fait d'être en shadow banning, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et moins bien diffusé par l'algorithme. Alors, ça s'est un peu aggravé. J'ai reçu un email de YouTube en anglais me disant qu'ils étaient très déçus, que j'avais fait de la désinformation et que par conséquent, ils avaient retiré la vidéo 64, qui est toujours disponible sur Odyssée, mais ils l'ont retirée. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi. J'avais mis un petit extrait vidéo très court du bombardement d'un hôpital à Gaza, en direct, quoi. Et donc, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Donc là, je fais un peu appel à ceux qui connaissent tout cet univers. S'ils ont des suggestions, s'ils pensent que je devrais faire appel, je ne sais pas très bien comment me dépatouiller face à ça. Et bien évidemment, face à cette censure qui, pour l'instant, n'a porté que sur cette vidéo. Et dans le message, on me dit que je ne vais pas être blâmé, mais simplement on la retire. Hein, c'est le premier avertissement, si je comprends bien. Donc, on a besoin, évidemment, d'être soutenu. Vous connaissez toutes les procédures de soutien, les likes, les partages, etc., la cagnotte. N'hésitez pas. On en a besoin parce que ce petit épisode montre bien que rien n'est jamais acquis. Voilà. Hervé Carès, à toi. Bon, très bien, bonjour à tous. Donc, on va aborder, comme d'habitude, un exposé en trois parties. D'abord, le conflit en Palestine, ensuite, le conflit en Ukraine, et on terminera par une dernière partie sur l'information et la désinformation. Et j'aurai l'occasion de vous parler de mon passage sur LCI et des circonstances qui ont conduit à mon passage sur LCI. Donc, je vais partager mon écran. Donc, c'est bon, tu vois, Régis, là? Ah, moi, je vois très bien, moi. Donc on va faire, alors ça va être beaucoup plus court, sur le conflit en Palestine parce que de facto sur le plan des opérations, eh bien, il y a eu cette pause de presque 7 jours de mémoire et qui s'est terminée, jeudi matin avec, la reprise des hostilités, notamment la reprise des bombardements. Si on s'intéresse au rôle des acteurs, en distanciel, on peut remarquer que bien sûr le Qatar a joué un rôle primordial dans la libération des 100 otages qui ont été libérés. Donc il reste environ 140 à 150 otages toujours aux mains des groupes armés palestiniens. Dans le cadre de cette semaine passée, on a pu remarquer que la Turquie était de plus en plus attaquée sur le rôle qu'elle jouait au plan international, bien sûr sur ses liens de proximité idéologique avec les frères musulmans et notamment avec le Hamas, qui en est une émanation, mais également sur son rôle aussi également ambigu en Asie centrale, mais également dans le cadre du conflit en Ukraine avec ses liens avec la Russie. Donc, pour mémoire, hein, la Turquie a toujours été un pays très, très autonome au sein de l'Alliance atlantique, qu'il avait d'ailleurs conduit à envahir Chypre, pour les gens qui ont quelques mémoires. Hein, je rappelle d'ailleurs que Chypre est toujours séparée en deux zones, avec une ligne de séparation tenue par l'ONU.
Donc, un acteur qui est toujours prépondérant dans la région, hein, donc Moyen-Orient et Proche-Orient, mais également Asie centrale, et qui a toujours défendu des positions souveraines et qui a toujours agi en fonction de sa vision de l'intérêt de l'intérêt du pays et de sa vision parfois même pan-turquiste. Donc un acteur qui est en ce moment sous les projecteurs. Concernant les états finaux recherchés de chacun des parties prenantes, de chacune des parties prenantes indirectes, alors la libération des otages était plutôt en orange la dernière fois, je pense qu'elle va passer au rouge. J'ai quelques doutes sur des nouvelles libérations, de nouvelles trêves, des hostilités maintenant. Je pense que l'armée israélienne va conduire son opération, sauf veto des États-Unis, jusqu'à la frontière égyptienne sur la bande de Gaza, avec les conséquences que l'on peut imaginer sur les populations qui vont être massivement regroupées à proximité de la frontière égyptienne. Alors c'est pour ça qu'il est intéressant de repartir de certains éléments de langage de la communication israélienne, qui avait noté que au départ, pour eux, la majorité de la population gazaoui était favorable au Hamas. En fait, il y a des journalistes qui font leur travail, justement, et notamment Georges Malbruno, que tu connais peut-être, Régis? Non, non, personnellement non, mais je sais très bien qui c'est. Oui, qui a toujours des avis très intéressants, donc ça c'est un de ses tweets, hein, et qui rappelle que 67% des Palestiniens de Gaza n'avaient pas ou peu confiance dans le Hamas, qu'ils considéraient comme corrompu. Donc cette situation quand même d'hostilité plus ou moins larvée entre une majorité de la population palestinienne et puis ces groupes armés, notamment le Hamas, est un fait, contrairement à ce qui a été dit par le gouvernement israélien. Ensuite, un théâtre qui est même très intéressant sur le plan stratégique, puisqu'il faut bien comprendre que sur le plan militaire, le Hamas ne pourra pas gagner sur la bande de Gaza, c'est impossible. Face à une armée comme l'armée israélienne, avec sa puissance de feu, ses techniques de combat, et de facto, il y a une différence d'armement qui est notable. Le Hamas, c'est un groupe de guérillas avec de l'armement léger, même s'ils ont des roquettes qu'ils lancent maintenant de manière sporadique sur les villes israéliennes. Il y a un reportage très intéressant de la radio télé suisse qui montre que le deuxième front qui pourrait poindre et qui commence très sérieusement à s'activer, c'est bien celui de la Cisjordanie, où la situation serait beaucoup plus compliquée pour Tsahal, pour le gouvernement israélien. Pourquoi? Parce que si jamais, notamment sur le Jenin, ce front s'éveille, hein, et devient de plus en plus actif. On a pu remarquer qu'il y avait un attentat d'ailleurs cette semaine avec des morts sur un abri de bus à proximité de Jérusalem, qui a été revendiqué d'ailleurs par les groupes armés qui se trouvent en Cisjordanie. Ce front-là risque d'être très problématique pour Israël, car vous allez avoir une collusion d'acteurs qui pourraient s'impliquer. Bien sûr, l'OLP, comment l'OLP pourrait réagir? Imaginons que l'OLP sorte de son cadre de coopération avec Israël et que ses forces de sécurité s'impliquent dans la situation. Imaginons que les colons qui ont été armés à hauteur de 10 000 armes, et peut-être plus, puisque le ministre de la Sécurité a dit que, suite à l'attentat de cette semaine, il a dit qu'il trouvait que sa mesure d'armer les colons était justifiée par cet attentat. Imaginons que Israël continue à distribuer des armes aux colons, on pourrait arriver à une situation complètement explosive sur le plan du maintien de l'ordre et même des opérations de contre-insurrection avec une armée israélienne qui pourrait être conduite à se battre, certes, contre les groupes armés palestiniens, mais peut-être contre certains colons. Avec une différence majeure, et surtout je vois ça chez nous, c'est que la raison avancée du 7 octobre, attaque terroriste, donc l'Occident doit lutter contre le terrorisme et Israël est l'élément avancé de ce combat, ne pourra pas marcher parce qu'effectivement le Hamas est sorti de Gaza.
Et avec la riposte qu'on connaît, la Cisjordanie, c'est autre chose. Hein. Je me rappelle M. Quatremer, que par ailleurs je vilipende, qui est venu dire, mais attendez, c'est un régime d'apartheid, c'est une occupation, c'est de l'épuration ethnique, donc par conséquent, crime contre l'humanité en application des conventions internationales. Là, ça va changer la donne politique quand même, ça va changer la donne politique. Alors bon, je pense que ça n'arrêtera pas beaucoup Israël, mais bon, le rapport de force international risque là aussi d'être, comme on dit aujourd'hui, impacté. Alors, les groupes qui se trouvent sur Jenin, qui est vraiment un centre de résistance palestinien, se sont coalisés, hein, quelles que soient leurs idéologies, hein, islamistes ou laïques. Ils se sont coalisés, donc il y a une brigade de Jenin avec des capacités militaires qui sont comparables à celles du Hamas, hein, hormis les roquettes. Hein, donc c'est de l'armement léger avec du lance-roquettes anti-char. Et pour mémoire, rappelons-nous que en juillet de cette année, il y a eu une opération militaire israélienne sur Jenin, justement, avec des combats qui ont été assez violents entre ces groupes et l'armée israélienne. Alors, comme on l'a dit souvent sur cette chaîne, ne pas oublier qu'un des centres de gravité actuels d'Israël, qui est quand même fragilisé avec la mobilisation des plus de 300 000 réservistes, c'est bien l'activité économique d'Israël qui doit bien sûr être maintenue dans la mesure du possible, mais également tous les flux logistiques qui doivent être assurés, notamment ceux qui passent maintenant par la mer Rouge. Le coût de la guerre, bien sûr, est astronomique, hein, en termes de dépenses militaires, puisqu'on est sur 53 milliards de dollars en l'état. Alors, comme je vous l'ai dit, il est clair que sur le plan stratégique, il est fort probable que le Hamas sur la bande de Gaza ne soit pas capable d'affronter directement l'armée israélienne. Donc, c'est pour cela qu'ils ont des actions d'escarmouche et d'embuscade sans tenir le terrain. Il est fort probable que soit ils basculent sur le centre de Gaza ou même sur la frontière égyptienne, notamment la ville de Rafah, pour faire une dernière résistance regroupée. Mais j'ai quand même quelques doutes parce que ce n'est pas une force paramilitaire qui a ces capacités, contrairement à d'autres forces comme le Hezbollah, par exemple, qui est quasiment une petite armée de terre. Donc, il est possible que le Hamas ait commencé à passer en clandestinité sur la bande de Gaza. Par contre, sur le plan stratégique, il est clair qu'ils ont tout intérêt à allumer le front sur la Cisjordanie, qui sera un front beaucoup plus problématique pour l'armée israélienne en raison des nombreuses colonies, mais également de l'imbrication également des colonies avec les implantations palestiniennes et les nombreuses capacités et fragilités que ces colonies offrent en possibilité d'action armée des groupes palestiniens contre les citoyens israéliens. Donc, c'est vraiment un front à suivre, car je pense qu'il risque de devenir majeur dans ce conflit qui oppose les groupes armés palestiniens avec l'État d'Israël. Donc, en l'état, lorsqu'on regarde les centres de gravité, il est clair que la stabilité de la Cisjordanie et la déstabilisation de la Cisjordanie va devenir cruciale dans les semaines à venir pour décider peut-être d'une bascule militaire. Hein. Il pourrait y avoir une bascule militaire sur la Cisjordanie, car ça serait assez problématique. Il est impossible que l'armée israélienne utilise les mêmes modes opératoires sur la Cisjordanie que ceux utilisés sur la bande de Gaza. Je m'explique. Les bombardements massifs que l'on voit actuellement sur Gaza sont impossibles sur la Cisjordanie, pour d'abord des raisons d'imbrication. Hein, et surtout, là, je pense que la communauté internationale, notamment les États-Unis, réagirait de manière violente. Donc, les états finaux recherchés des deux belligérants directs, on était sur une libération des otages qui était, je pense qu'au-delà de la communication, pour l'État d'Israël, ça n'a jamais été une priorité. Leur priorité, c'est vraiment d'éradiquer la partie visible du Hamas, non clandestine, et des groupes affiliés sur la bande de Gaza. Ensuite, pour les groupes armés, notamment le Hamas, négocier les otages, c'est un levier formidable pour contrer et contrebalancer au plan politique la suprématie militaire israélienne, puisque ça leur permet on l'a vu, hein, puisqu'ils ont réussi quand même à avoir
quasiment une semaine de trêve, de pause militaire. Alors je ne sais pas si ça leur a permis de se réorganiser, en tout cas ça leur a permis quand même de souffler suite à ce qu'ils avaient subi, et notamment ça a permis, et surtout à la population gazaouie, de pouvoir souffler. Je rappelle on était à plus de 15 000 morts de mémoire, donc le nombre de blessés n'est jamais cité, mais ça doit être dans les 30 à 40 000 blessés. Alors on en revient à ce que je disais précédemment, c'est que bien sûr le front de Gaza s'est réouvert avec la reprise des bombardements israéliens, donc on est sur un mode opératoire qui n'a pas changé, hein. D'abord, on bombarde, on n'est plus sur les tapis, sur les bombardements ciblés. Alors, c'était une vue de l'esprit, mais que maintenant, plus personne n'ose afficher. On est vraiment sur des tapis de bombes, hein. Donc, les tapis de bombes ont recommencé sur la ville de Gaza, puisque l'armée israélienne continue à avancer au nord de la ville de Gaza et utilise les mêmes techniques opératoires que celles qu'elle avait utilisées au préalable. La vraie question sur le plan stratégique, c'est vraiment maintenant quid de la Cisjordanie et dans quelle mesure ce front pourrait ne pas devenir le front le plus stratégique et majeur de ce conflit entre les groupes armés palestiniens et Israël. Alors, comme je l'ai dit, sur la Cisjordanie, cette imbrication de différents acteurs pourrait même conduire, in fine, le Fatah à s'engager, au risque de continuer à passer pour une forme d'autorité collaborationniste. Donc la manœuvre israélienne va continuer sur la ville de Gaza avec le but, bien sûr, d'atteindre les quartiers de Jabalia et ensuite occuper le terrain et contrôler le terrain et poursuivre cette opération, sauf veto des États-Unis, sur le reste de la bande de Gaza, donc la partie centrale en phase 2 et en dernier recours, la partie la plus proche de la frontière égyptienne, avec ce regroupement de population, quasiment 2 millions de Gazaouis qui vont se retrouver coincés entre Khan Younis et Rafah, sachant que les premiers bombardements sur Khan Younis ont commencé dès la reprise des hostilités. L'armée israélienne signale une zone de sécurité humanitaire à proximité de la mer Méditerranée, que j'ai du mal à identifier et qui, en tous les cas, n'a jamais été prise en charge sérieusement par l'ONU. Et je pense que si l'ONU ne prend pas en charge sérieusement cette problématique des populations qui se regroupent de manière précaire à proximité de la frontière égyptienne, il va y avoir de graves problèmes sanitaires, voire des problèmes épidémiques qui pourraient avoir des effets dramatiques. Alors, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas un plan caché derrière tout cela, puisque la pression de la foule des Gazaouis sur la frontière égyptienne pourrait conduire les Égyptiens à, malgré leur déclaration actuelle, à ouvrir la frontière pour accueillir une partie de ces populations. Donc ça, c'est à surveiller. Pour l'instant, l'armée égyptienne est déployée à la frontière entre la Palestine et entre la bande de Gaza, et l'Égypte. En tous les cas, ça pourrait même devenir presque un cas de casus belli entre Israël et l'Égypte. Pour en revenir aux forces en présence, donc on est à peu près sur 100 000 forces terrestres israéliennes, moi je suis de plus en plus sceptique sur le nombre de combattants des groupes armés palestiniens qui ont été annoncés. Donc c'était les chiffres qui étaient annoncés par Tsahal et l'armée israélienne. On était sur 20 000, voire 30 000. Vu le type d'actions qui sont menées par les groupes armés palestiniens, qui sont tout basés sur des embuscades et de hit and run, je suis en train de m'interroger beaucoup sur le nombre de combattants et je pense qu'on est plutôt entre 5 000 et 10 000 combattants sur cette bande. Ce qui voudrait dire que, en termes de stratégie pour le Hamas, sur la bande de Gaza, c'est soit de faire une dernière résistance armée en tenant une position, ce dont je doute, sur Jabalia, par exemple, sur la ville de Gaza, ou alors ensuite sur Khan Younis, voire sur Rafah. Donc, plutôt peut-être une dernière résistance en tenant une position, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent sur Jabalia, peut-être ensuite sur Khan Younis. Je crois assez peu à
au dernier carré de résistants sur Rafah. Ça, c'est la première option, hein, donc le baroud d'honneur d'une certaine manière. Mais je ne pense pas qu'ils le feront parce qu'ils n'ont pas les capacités militaires de faire face à la puissance de feu israélienne. Par contre, je pense qu'ils sont déjà passés en semi-clandestinité. C'est qu'en fait, une grande partie de ces combattants sont déjà partis, sont déjà en fait quasiment invisibles pour l'armée israélienne, ce qui va poser un certain problème pour la suite des opérations, non pas la suite des opérations actives, mais lorsque la phase d'occupation de la bande de Gaza commencera. Donc cet éternel problème des populations gazaouies qui n'a pas toujours été pris en charge de manière coordonnée par l'ONU en coordination avec les autorités israéliennes. Et si jamais ça ne se fait pas dans les semaines à venir, quand je dis les semaines à venir, les 2 semaines à venir, il est probable que l'on ait des fortes tensions épidémiques auprès de ces populations. Et le pire serait justement une épidémie de choléra liée au non-traitement de l'eau. Moi, je voudrais faire une observation à ce stade par rapport à ce que tu as dit, Hervé, sur le comportement d'Israël. On a une opération militaire menée par un État qui a son siège à l'ONU et qui bombarde des populations civiles, qui commet des crimes de guerre, parce que ça c'est avéré et l'ONU le reconnaît, et qui dit, moi je veux récupérer, parce que c'est dit par des ministres, hein, je veux récupérer ça, je veux tout raser et récupérer ce territoire, y remettre des colonies, comme c'était le cas avant l'intervention de Sharon, hein, et donc je pousse la population et je dis à l'Égypte, vous allez les prendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que je rappelle quand même qu'en 1967, Israël a attaqué l'Égypte, a récupéré et occupé pendant longtemps, jusqu'en 1973 et au-delà, parce qu'après les accords étaient postérieurs, il y a dû avoir la guerre du Kippour pour pouvoir créer les conditions de la récupération par l'Égypte, et maintenant on lui dit, bah, écoutez, voilà, hein, on fait une épuration ethnique et c'est vous qui devez accueillir ces populations au nom du droit humanitaire. Non mais c'est invraisemblable. Et qu'il n'y ait pas de réaction, je pense en particulier à la diplomatie française pour dire, mais écoutez, ça suffit. L'Égypte est un pays souverain avec des frontières reconnues qui doivent être sécurisées. Ils ont eu des ennuis avec les frères musulmans, ils n'ont aucune envie d'en avoir de nouveaux, hein, et on leur dit, bah écoutez, voilà, vous êtes un dépotoir, on va envoyer cette population, les animaux, hein, comme dit le Yoav Galan, le fameux ministre de la Défense israélien, on va vous envoyer les animaux humains, donc veuillez ouvrir qu'on puisse récupérer ce territoire. Je suis désolé, voilà comment la situation se pose. Mais qu'est-ce que c'est que cet État dit démocratique? Enfin, là, moi, je suis profondément choqué par ça, hein, et bien évidemment, l'Égypte est dans une situation extrêmement difficile, hein, parce que si elle ouvre, ben, ça veut dire qu'elle coopère avec l'épuration ethnique, et si elle n'ouvre pas, on va lui reprocher de ne pas préserver les populations. Donc, je trouve que cette espèce de dilemme dans laquelle on la prolonge, et tu l'as dit, ça peut être un casus belli, ben oui. Et que la communauté internationale, que l'ONU, que les instances onusiennes n'interviennent pas et ne soient pas en capacité d'empêcher cette situation, montre bien l'impuissance du système de régulation mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, hein, et l'incapacité, d'ailleurs depuis 70 ans maintenant, d'avoir réglé ce problème, et bien d'autres d'ailleurs. De toute façon, la seule puissance qui a la main sur ce qui se passe actuellement sur le Moyen-Orient, aussi bien sur le plan des réactions des États limitrophes, mais surtout sur Israël, ce sont les États-Unis. Hein, donc les États-Unis envoient quand même quelques signaux. Hein. Alors ça reste modéré parce qu'il y a une problématique quand même politique intérieure aux États-Unis, mais euh, c'est les seuls qui ont la capacité à dire, bon, maintenant aux Israéliens, vous arrêtez tout, vous changez de mode opératoire. Alors, j'ajoute que au 1er janvier, c'est-à-dire dans pas longtemps maintenant, l'Égypte va intégrer les BRICS.
Alors, pour l'instant, incontestablement, ce sont les États-Unis qui ont la main. Hein, c'est eux qui ont le tuyau d'argent, d'armement, de ressources. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, jusqu'à quand le rapport de force le permettra? Je pense justement que la Chine, la Russie, le Sud global poussent prudemment, lentement, dans une direction visant à leur donner l'initiative. J'ai bien écouté ce qu'a dit Xi Jinping. Bon, solution à deux États. Alors ça, c'est un peu l'incantation que tout le monde a. Et j'ai quelques doutes sur la possibilité de cette solution, de mise en place de cette solution. Et ça, me semble très important, conférence internationale. Hein. Donc, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que la semaine prochaine, ça aurait dû avoir lieu cette semaine, mais bon, il y a eu des impondérables. Nous aurons un entretien avec une diplomate de haut niveau et qui a longuement travaillé à l'ONU, qui connaît ces questions et qui va pouvoir nous expliquer ce qu'a été le conflit israélo-palestinien depuis 1948 et peut-être même d'ailleurs avant, jusqu'à présent, et pourquoi l'ONU n'a pas été capable de le régler. Oui, en tous les cas, quand on regarde la carte, on voit sur la Cisjordanie, hein, puisque à mon avis, c'est l'enjeu essentiel hein, actuellement sur le plan stratégique et même sur le plan politique, hein, la part de territoire qui est réellement contrôlée par l'autorité palestinienne. C'est quand même problématique. Surtout lorsqu'on regarde la zone qui est contrôlée par Israël. Donc la solution à deux États, c'était encore possible il y a des années, mais la colonisation, qui d'ailleurs ne s'arrête pas, elle est même en ce moment, ils ont débloqué de mémoire 100 millions de dollars pour favoriser la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Donc on voit vraiment qu'on est au cœur en Cisjordanie de cet affrontement. Pour des raisons politiques, pour des raisons démographiques également, hein, puisqu'il y a de fortes tensions démographiques sur les villes de Tel Aviv et sur les villes de Jérusalem, ce qui fait qu'il y a des colonies qui ne sont pas du tout des colonies de juifs orthodoxes, hein, qui sont mis en place, mais sont comme des petites villes de banlieue. Et la Cisjordanie est traversée par des autoroutes sécurisées qui ont été construites par l'État d'Israël et qui permettent à tous ces gens d'être à 30 minutes de Tel Aviv pour aller travailler à Tel Aviv et de bénéficier de logements qui sont bien sûr nettement moins chers par rapport à Tel Aviv. Tel Aviv est une ville très très chère. Je ne connais pas les prix immobiliers à Jérusalem, mais Tel Aviv est une ville très très chère. Et donc, en fait, de facto, il y a cette banlieue. Oui, c'est devenu la Cisjordanie est devenue une sorte de banlieue. Des implantations juives de Cisjordanie sont devenues comme des banlieues des villes de Tel Aviv et de Jérusalem. Alors, avec deux conséquences. La vie des Palestiniens là-bas est insupportable. Hein, 360 checkpoints autour de Ramallah. Hein, c'est totalement invivable. Et ensuite, cette population-là est exploitée par l'économie israélienne également. Hein, quand on voit le montant du salaire moyen en Israël, enfin des citoyens israéliens, et le salaire moyen des employés palestiniens, c'est effectivement quelque chose qui saute aux yeux. Alors, il y a une chose dont moi j'aimerais parler et recueillir ton avis, Hervé, c'est sur l'information qui se promène aux États-Unis, dans la presse, hein, selon laquelle le gouvernement israélien aurait été informé, y compris par la transmission de documents, depuis un an du plan du Hamas pour l'attaque du 7 octobre. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours l'alternative entre soit je laisse faire parce que ça va me permettre, par un effet d'aubaine, de faire ce que j'ai envie de faire et de mettre en œuvre ma stratégie, hein, c'est celle de cette partie jabotinskiste du sionisme que représente notre ami Netanyahou, ou bien est-ce que c'est plutôt le symptôme, si c'est avéré, hein, le symptôme d'une vraie défaillance qui serait quand même préoccupante sur l'état des services de renseignement israéliens?
Ouais, c'est une question, évidemment. Bon, ça fait florès dans les médias, mainstream d'ailleurs, mais c'est sorti dans le New York Times de mémoire. Donc, d'abord, il faut voir d'où part cette étude. C'est une étude d'une unité féminine de garde-frontière, hein, oui, de garde-frontière, hein. Sachant que dans l'armée israélienne, les gardes-frontières, on les reconnaît souvent des unités. Où il y a de nombreuses femmes avec un béret, tu sais, un petit peu avec une toile camouflée, hein. Pour ceux qui veulent distinguer les unités israéliennes, il faut regarder la couleur des bérets. C'est toujours intéressant de voir les bérets d'ailleurs lorsqu'il y a des visions, lorsqu'ils ont le béret notamment sous la patte d'épaule, ça permet de voir à peu près à quel type d'unité on a affaire. Donc cette unité de garde frontière, il y a à peu près un an, fait une étude imaginant en fait le mode opératoire du Hamas en cas d'attaque. Donc ça c'est un travail habituel pour tout militaire, c'est imaginer les modes d'action ennemis, hein. J'ai eu l'occasion d'en parler, hein. Mode d'action ennemi, ensuite mode d'action ami pour y faire face. Cette unité, c'est pas une unité d'état-major, donc c'est une unité opérationnelle, c'est un peu comme un régiment chez nous, qui de sa propre initiative fait une étude. Donc il faut bien comprendre comment fonctionne on va dire, j'allais dire l'administration militaire, mais la technocratie militaire, et ça, c'est le fait dans toutes les armées. C'est que, bon, je connais bien les armées, puisque j'y ai servi dans différents types de postes, 35 ans, c'est qu'en général, les initiatives intellectuelles, on va dire, d'études, d'unités qui ne sont pas en charge de cela, hein, qui sont plutôt des unités opérationnelles pour agir sur le terrain, sont toujours très très mal vues. Très très mal vues parce que c'est toujours mal pris par les états-majors. Mal pris comme les états-majors considèrent à la limite, mais pourquoi ils font cette étude? Est-ce que nous, on n'a pas fait notre travail? Et puis souvent, cette étude peut venir déranger un gros travail de planification qui a été mis en œuvre en amont avec d'autres données stratégiques et qui sont liées aux orientations politiques. Et notamment, on en revient à ce que je disais, c'est que avant l'attaque du 7 octobre, la focale d'engagement de l'armée israélienne, hein, c'était la Cisjordanie. Donc cette étude-là va déranger et ne va pas être prise en compte parce qu'en fait, elle va à l'encontre soit des directives politiques, soit des plans qui ont été et qui ont demandé un gros travail de mise en place par l'état-major central ou un état-major opérationnel. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, l'origine de l'étude, c'est une unité qui est féminine de mémoire. Donc, il y a également peut-être une part de machisme derrière dans le fait de ne pas prendre en compte cette étude. Hein. Sachant que la problématique homme-femme dans l'armée israélienne, c'est une vraie problématique, hein, d'ailleurs, qui a été souvent traitée par des films israéliens, d'ailleurs, sur l'armée israélienne, mettant en avant ces problématiques internes à l'armée israélienne. Il y a beaucoup de films qui sont intéressants d'ailleurs sur ces problématiques internes à l'armée israélienne, hommes-femmes, mais également celles qui concernent les Arabes israéliens, citoyens israéliens, qui sont volontaires pour servir dans le ZAL. Donc, si vous avez le temps, vous regarderez des films, on peut, je pense, les trouver, qui sont très intéressants sur ce plan-là, pour bien comprendre ces problématiques proprement humaines à l'armée israélienne, qui est une armée de citoyens. Alors maintenant, historiquement, est-ce qu'il y a historiquement d'autres cas où des études qui annonçaient une action qui était non prise en compte par un plan ont déjà existé? Eh bien, je vais vous citer d'abord la défaite de juin 40 des armées françaises, avec le plan qui avait été établi par l'état-major français. Oui, il y avait une des études qui prenait en compte la percée par les Ardennes des armées allemandes, mais c'est une étude qui n'a pas été prise en compte par l'état-major parce que justement, elle remettait en jeu la fameuse avancée en territoire belge qui était prévue par le plan. Premier exemple historique. Deuxième exemple historique, pour ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale, toujours, si vous vous rappelez la bataille de Arnhem, avec cette opération aéroportée qui avait été décidée par Montgomery et qui a été catastrophique pour les troupes aéroportées anglaises, puisqu'il y avait une division SS qui était au repos à proximité d'Arnhem, eh bien, 1 ou 2 jours avant le déclenchement de l'opération, il y a un officier de renseignement qui signale à l'état-major que, attention, les circonstances ont changé, il y a des preuves photographiques qui laisseraient entendre qu'une division blindée est au repos dans la zone. Ça n'a pas été pris en compte, puisque ça remettait en jeu tout un travail, notamment le déclenchement de l'opération. Voilà 2 exemples qui montrent comment, en fait, le fonctionnement d'une technocratie militaire peut amener à la non prise en compte d'informations qui sont fondamentales. Donc, je pense qu'on est typiquement dans ce cas-là. Alors, merci beaucoup Hervé, parce que
ça existe. C'est ce qu'on appelle peut-être les décisions absurdes. Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelait Les décisions absurdes, justement, et qui montrait comment ces mécaniques se mettaient en route. Et là, sur un problème civil, c'était l'explosion de la navette spatiale américaine, hein, dont beaucoup d'entre nous se rappellent. Eh bien, quand on a décortiqué le processus, effectivement, c'était non seulement prévisible, mais probable. Et malgré ça, les décisions ont quand même été prises avec la catastrophe, enfin, énorme qui s'est à ce moment-là produite. Oui, oui, dans les processus un peu complexes où interviennent des considérations, des bureaucraties, de la routine, hein, on peut prendre des décisions absurdes. Personnellement, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne souscris pas actuellement à l'idée d'une décision délibérée de Netanyahou de laisser faire pour pouvoir profiter de l'occasion. Ça, Non, il ne faut pas basculer dans le complotisme. C'est un petit peu comme toutes les légendes sur l'attaque de Pearl Harbor, tu sais. bon, oui. Voilà, donc il y a plein de légendes comme ça. Bon, je ne vais pas empêcher les gens d'y croire, hein, mais ce n'est pas. C'est comme lorsque il y avait le drone qui était venu s'écraser sur le dôme du Kremlin. C'est pas possible que des actions comme ça, qui mettent en jeu soit la renommée d'un État, soit les intérêts vitaux d'un État et la population d'un État, dans le cas d'Israël, soit à la base de complots ou de. Non, lorsqu'il y a des manipulations pour, par exemple, déclencher des guerres, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas en mettant en jeu autant de victimes et surtout en atteignant directement les intérêts vitaux d'un État et surtout sa population. Et puis bon, ne jamais oublier le fameux rasoir d'Anlon. Non, pas d'Occam, mais d'Anlon, c'est celui qui dit que ne jamais attribuer à la malveillance ce qui peut être expliqué par la bêtise. Voilà. Bon. Oui, mais tout à fait, tout à fait. La négligence, les problèmes d'ego, tout ça, ce sont des machineries humaines, de toute façon, hein. Et il n'y a vraiment rien de parfait, hein. Des erreurs dramatiques lors des opérations militaires dues tout simplement soit à des négligences, soit des problèmes d'ego vis-à-vis d'un chef dont le charisme fait que personne n'ose lui dire qu'il est en train de se tromper. Ça également, c'est assez courant, hein. Il y en a, historiquement, il y a plein d'exemples. Alors, maintenant, nous allons basculer donc sur le front ukrainien. Alors d'abord, on va faire une petite focale économique relative à l'effet des sanctions, hein, l'effet des sanctions qui, depuis plus d'un an, avait été souligné par les économistes sérieux comme Jacques Sapir comme ayant avant tout un effet boomerang important sur l'économie européenne. Je rappelle que ces sanctions ont été taillées de manière très très précise pour éviter de gêner l'économie américaine. Par exemple, il n'y a pas de sanctions sur les engrais alors que la Russie est le premier exportateur d'engrais. Il n'y a pas de sanctions sur l'uranium enrichi parce que les centrales nucléaires américaines ont besoin de cet uranium. Donc les sanctions, globalement, celles qui ont été choisies, sont celles qui handicapent le plus l'Union européenne. Et je rappelle que les sanctions sur les hydrocarbures, notamment sur le pétrole, sont largement détournées et que concernant les importations de gaz en provenance de Russie, les sanctions ne concernent que le gaz transitant par gazoduc et non pas le gaz liquéfié, ce qui fait que l'Union européenne est devenue le premier client du gaz liquéfié russe et que, petite parenthèse, les gazoducs, et notamment il y a au moins deux gazoducs qui fonctionnent encore partiellement, et notamment le gazoduc Brovard-Hood qui traverse l'Ukraine et qui alimente la Hongrie, fonctionne toujours. Ce qui veut dire que l'Ukraine continue à recevoir de l'argent du Kremlin dans le cadre du contrat de passage du gaz russe par ce gazoduc. Et on voit que les choses sont toujours plus compliquées qu'elles n'apparaissent de prime abord, surtout dès qu'il s'agit d'affaires et d'argent. J'en reviens donc au sujet des sanctions. Il est évident que l'économie allemande, qui est le moteur de l'économie européenne, est en très grande difficulté. Elle est en récession, elle est en phase de désindustrialisation. L'usine Michelin, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, va délocaliser 3 de ses implantations majeures. Pour quelle raison? Tout simplement, le prix de l'énergie fait que
ces implantations ne sont plus compétitives. Alors, antérieurement, on aurait pu rattraper ce gap de manque de compétitivité au niveau européen avec le renchérissement de l'énergie qui joue sur le coût de production des industries européennes en faisant une dévaluation via la monnaie. Mais étant donné que la monnaie, l'euro, c'est le dogme financier allemand qui s'applique, il n'y aura pas d'évaluation. Donc, l'économie européenne va avoir du mal à supporter ces sanctions, certainement plus que la Russie, qui de toute façon a réorienté son économie vers l'Asie. Et j'ai quand même quelques inquiétudes sur les 2 à 3 ans à venir sur l'état de nos économies et surtout sur les conséquences sur la paupérisation des citoyens. Alors toujours pareil, hein, que lorsque l'on parle des sanctions, il faut vraiment être complètement bené pour ne pas imaginer comment des sanctions peuvent être détournées. Hein. Par exemple, les exportations de véhicules de pièces détachées de l'Allemagne vers le Kirghizistan ont augmenté de 5500% depuis février 2022. Parce que le principe de base de détournement d'une sanction, c'est d'exporter vers un pays limitrophe du pays sanctionné qui, lui, après, va importer dans le pays sanctionné les biens que le pays sanctionné n'aurait pas pu importer directement. En touchant une petite commission au passage. Oui, bien sûr, en touchant une petite commission. C'est évident. Donc, il y a un petit renchérissement, mais les biens continuent à passer. Et c'est systématique. Ça a toujours existé et ça ne changera pas. Alors, d'autant plus que sanctionner un pays comme la Russie, qui a la capacité à vivre en autarcie, sur le plan des matières premières, sur le plan de l'énergie, c'est quand même assez ubuesque de penser qu'elles allaient avoir une efficacité. Inefficacité surtout au point de pousser la Russie à arrêter ses activités guerrières en Ukraine. Alors, revenons sur les centres de gravité de chacun des belligérants. Donc, on ne va pas se le cacher. De toute façon, c'est ressorti très clairement cette semaine, et notamment même dans les médias mainstream, qui, il y a 6 mois, nous parlaient de la reprise de la Crimée ou de la victoire ukrainienne. La victoire ukrainienne par rapport aux objectifs de l'État ukrainien, reprendre la Crimée et les frontières de 91. Donc, le Donbass dans son intégralité, on est très très loin maintenant de cette situation sur le plan opérationnel. L'Ukraine est en très très grande difficulté sur le plan des matériels, sur le plan des moyens, sur le plan politique, avec des dissensions ouvertes entre les dirigeants politiques et les militaires, sur le plan bien sûr des munitions, sur le plan du moral, hein, deuxième hiver de guerre, avec très probablement comme l'hiver dernier, des frappes russes qui pourraient avoir lieu sur les infrastructures vitales du pays. Et bien sûr, une très très forte tension sur les effectifs qui peuvent être mis à disposition de l'armée. Et c'est pour cela que l'âge moyen, on avait remarqué, vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y a plus de 6 mois, lorsqu'on regardait les vidéos, notamment les vidéos qui étaient montrées sur LCI, l'âge des soldats ukrainiens, c'était marquant de comparer l'âge des soldats ukrainiens avec notamment l'âge des soldats russes. Et là, on est sur un âge moyen de 43 ans, ce qui veut dire que lorsque vous avez un âge moyen de 43 ans, vous avez des pics à 50 et 60 ans. Donc, vous avez des soldats ukrainiens sur le front qui ont 60 ans. Bon, c'est possible, hein, c'est faisable. Moi, j'ai plus de 60 ans. Mais si vous voulez, on n'est quand même pas sur l'agilité de soldats jeunes, surtout lorsqu'on doit passer en phase d'assaut ou d'attaque. Alors, donc, globalement, l'Ukraine est passée en stratégie défensive. Ça a été annoncé par le pouvoir politique. Donc, quand je dis en stratégie défensive, c'est qu'ils vont chercher à mettre en place des lignes de défense comparables à celles que les Russes avaient mis en place sur la trouée de Zaporijia, essentiellement, et sur le front de Kherson. Ensuite, concernant les centres de gravité russes, eh bien, bon, j'ai laissé un petit élément de fragilité sur la souveraineté sur la Crimée et la maîtrise de la mer Noire, mais on a pu le remarquer quasiment depuis 1 à 2 semaines, il n'y a plus de pression des forces ukrainiennes sur la Crimée, très très peu d'actions de missiles ou de drones. La maîtrise de la mer Noire, il faut rester sérieux, hein. Tous les experts militaires qui ont parlé de maîtrise de la mer Noire par la flotte ukrainienne, qui n'existe pas, c'est complètement absurde. Donc la flotte russe qui était quand même qui avait été mise en danger dans les ports de Sébastopol s'est déplacée vers Novorossiysk.
Sur Novorossiysk, j'ai vérifié grâce à quelqu'un qui m'a envoyé les éléments sur Twitter qu'il y a bien des cales sèches sur Novorossiysk, puisque c'était un port qui avait été prévu il y a des années au cas où le bail sur la Crimée ne serait pas renouvelé. Donc la flotte russe avait prévu de toute manière de se déplacer vers Novorossiysk. Donc la flotte russe est essentiellement maintenant sur Novorossiysk, qui est une base beaucoup plus éloignée que celle de Sébastopol. Hein, il n'y a que quelques petites coquilles de noix qui restent encore sur Sébastopol. La flotte russe continue à envoyer ses frégates et ses sous-marins en mer Noire pour lancer des missiles calibre sur l'Ukraine. Donc la flotte de la mer Noire continue à agir en mer Noire. Alors qu'elle ait des problèmes d'action à proximité des côtes ukrainiennes, ça c'est clair, hein, mais ce n'est pas ça qui permet de dire que c'est l'Ukraine qui a la maîtrise de la mer Noire. C'est complètement absurde. Donc la flotte russe est bien sûr gênée à proximité des côtes ukrainiennes, puisque les Ukrainiens ont les moyens de la frapper au moins jusqu'à 30-40 km. De temps en temps, les Ukrainiens peuvent faire passer des convois de céréaliers, mais quelques bateaux, et avec des couloirs qui sont sécurisés de manière très ponctuelle, puisque de toute manière, il y a très peu d'assureurs qui sont prêts à assurer ces transvasements de céréales. Alors il est clair que pour en revenir à la situation au sein de l'État ukrainien, il y a une dissension maintenant qui est avérée entre le pouvoir politique et les militaires, et je pense que cette dissension date de la bataille de Bakhmout. Cette bataille de Bakhmout qui a usé des troupes ukrainiennes de qualité qui auraient pu être engagées sur le front de Zaporizhzhia et ainsi gêner les Russes alors qu'ils ne s'étaient pas installés en défense ferme avec toutes les fortifications qu'ils ont mis en place pendant que la bataille de Bakhmout se déroulait. Et donc cette dissension-là s'est certainement aggravée avec d'autres opérations, et notamment la prolongation de l'offensive sur la trouée de Zaporizhzhia, et d'autres opérations comme ce harpon, je n'ose même pas dire cette tête de pont, à l'est du Dniepr, sur la commune de Krinky. Donc une situation difficile à la tête de l'État ukrainien et presque une situation de divorce entre la nomenclatura militaire et la nomenclatura politique. Donc très clairement… Dis-moi Hervé, oui. sur ta photo juste précédente, là, c'est un FAMAS, non? Ah, très, très, très bonne remarque. Oui, tout à fait. Alors, heureusement qu'il y a des Ouais, spécialistes là ouais, autour de c'est ça. vrai, tu vois. Ah, Ah oui, j'étais surpris c'est tout d'un très coup. intéressant. Oui, tout à fait. Très bonne remarque, avec un tireur gaucher, comme moi d'ailleurs, avec la capacité du FAMAS de changer la fenêtre d'éjection à droite ou à gauche. Très, très bonne remarque. Bah, écoute, très Non, intéressant, hein. non. Bon, non, mais c'est très intéressant, puisque on a vu souvent des fusils d'assaut d'origine anglo-saxonne, notamment des dérivés du M16, côtoyer les ex-Kalachnikov datant de l'ère soviétique, hein, ou fabriqués encore dans le complexe militaro-industriel ukrainien lorsqu'il fonctionnait à plein régime avant les frappes russes. Donc là, oui, tout à fait. Donc c'est très, très intéressant. Donc, Mais alors, attends. Quand on voit la photo, il y a des ouais, mecs debout là au fond. C'est de l'entraînement, ça. ouais, oui, Ça, c'est c'est de l'entraînement. l'entraînement. Oui, Alors, bien c'est sûr. peut-être Mais c'est un l'entraînement entraînement parce qui que tu vois, au bout du canon, il a un bouchon de tir à blanc. Ah, d'accord. Ça, j'ignorais ce détail. Non, mais c'est peut-être en France, cet entraînement. Ça peut être, tout à fait, ça peut être également en France. Ça peut être Voilà, en bon, France, tout à fait. Très bonne petit remarque. détail. Très bonne remarque. J'avais pas analysé la photo, tu vois. Parce que souvent, quand je prépare les supports, je fais ça quand même assez rapidement, puisque comme je Non, te mais dis, j'ai évidemment, d'autres évidemment. activités. Non, mais très bonne remarque. Régis, on voit que tu viens d'une famille de militaires. Voilà, ça doit être ça. C'est Une grande, génétique. une grande et vieille famille de militaires. Absolument, c'est génétique. C'est génétique, voilà. Ok, donc pour en revenir aujourd'hui, c'est annoncé, donc plusieurs déclarations du président Zelensky annonçant le changement de posture de l'armée ukrainienne. Elle passe en posture défensive. Ça ne pouvait pas être autrement. À un moment donné, lorsque vous avez un problème de pénurie de moyens, de pénurie de matériel et de pénurie de ressources humaines, vous ne pouvez plus que passer en posture défensive. Le problème, c'est qu'après avoir cherché à regagner du terrain, c'est que maintenant, ils vont chercher à ne pas en reperdre. Et en face, j'ai quand même quelques doutes sur les capacités russes, dans la mesure où, comme d'habitude avec eux, on ne sait rien.
et qu'ils ont environ recruté 426 000 hommes depuis le début de l'année, et qu'il serait absurde d'imaginer qu'il n'ait pas de réserve opérative derrière le front qui n'ont toujours pas été engagées. Ensuite, concernant les dissensions au sein de l'appareil d'État ukrainien, alors il y a cette histoire quand même, qui est quand même incroyable de l'empoisonnement de la femme du patron des renseignements militaires ukrainiens. Alors sachant que cette épouse-là, en fait, c'est une professionnelle du renseignement comme lui, et ils travaillaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ils étaient ensemble dans le bureau, ainsi de suite. Donc on est vraiment sur... C'est même très très surprenant, ça donne une idée quand même du fonctionnement de ces États qui est complètement déconnecté du fonctionnement d'États comme le nôtre, hein, que ça soit... C'est quand même étonnant hein, comme approche. En tous les cas, elle aurait été empoisonnée par des métaux lourds. Alors, certains disent un mélange de mercure et d'arsenic. Ça aurait été lors d'un repas. Les autres individus qui auraient été empoisonnés n'auraient pas eu les symptômes tout de suite parce que, étant d'une corpulence plus importante, eh bien, ils n'ont pas été, ça n'a pas été détectable, mais ils ont été tous hospitalisés et elle serait hospitalisée. Et apparemment, le chef du patron des renseignements ukrainiens, lui, n'aurait pas été touché par l'attentat. Donc, que dire? Donc là, il y a deux options. Hein. Non, il y aurait même trois options. La première option, ça serait un accident dans la préparation du repas. Bon, celle-là, je l'écarte tout de suite. La deuxième option, c'est qu'on est dans le cadre de cette lutte de pouvoir au sein du sommet de l'État ukrainien entre la nomenclatura militaire et la nomenclatura politique. Alors, pourquoi? Parce que ne pas oublier qu'il y a quelques semaines, un proche du général Zalnoujny a reçu, est mort suite à la réception d'un cadeau d'anniversaire explosif, malheureusement, qui a également blessé un de ses enfants. Donc, très clairement, on peut se poser la question également de l'origine du cadeau explosif. Voilà. Ensuite, la deuxième option, c'est que c'est un coup, entre guillemets, des services russes, hein, donc une opération d'élimination de personnes importantes des services russes. C'est plausible, hein, bien sûr, c'est plausible parce que les services ukrainiens, notamment le service des opérations spéciales ukrainien, est quand même très, très opérant derrière les lignes russes. Alors, il est aidé en cela par l'énorme population ukrainienne qui se trouve actuellement en Russie. On est, de mémoire, pas loin des 6 millions d'Ukrainiens qui ont fui le territoire ukrainien qui se trouve actuellement en Russie. Donc, il y a une très grande porosité. C'est un vrai problème pour les Russes en termes de sécurité intérieure, d'ailleurs, de maîtriser ces agents dormants, d'une certaine manière. Il y a d'ailleurs eu cette semaine, au centre de la Russie, une voie ferrée, enfin un convoi qui a été saboté avec une voie ferrée qui a été endommagée, donc des capacités d'action quand même qui sont pas négligeables. Il y a aussi toutes ces actions sur le pont de Kerch, donc un service qui est très probablement visé par les Russes. Mais la méthode est quand même assez rustique hein, par rapport à ce dont sont capables les Russes. Je rappelle qu'ils peuvent utiliser des moyens beaucoup plus sophistiqués et certainement beaucoup plus radicaux en termes d'effets. Hein, puisque là, on est sur un mélange de mercure et d'arsenic qui, à mon avis, n'a pas été bien dosé parce que sinon, cette dame ne serait peut-être plus à l'hôpital. Elle serait déjà passée de vie à trépas. Donc, deux options à suivre. Hein. En tous les cas, si c'est les Russes, c'est peut-être même plus inquiétant que si c'est une guerre intestine au sein de l'appareil d'État ukrainien, parce que cela veut dire qu'ils sont infiltrés jusque dans les rouages les plus secrets et les plus protégés de l'État ukrainien. Donc voilà, donc j'en ai parlé. Posture défensive maintenant sur tout le front de la part des forces ukrainiennes. Alors il y a une question que l'on se pose ici depuis le début, c'est l'existence d'un échelon divisionnaire au sein de l'armée ukrainienne, puisqu'on parle souvent des brigades. Alors, on avait identifié un espèce d'échelon territorial qui pouvait se rapprocher d'un échelon divisionnaire, mais très clairement, quand on regarde ce qui ressort de cette interview de soldats ukrainiens faite par Bild, qui parle de manque de coordination en dehors des plaintes sur les pénuries d'équipements et de la suprématie aérienne russe, il parle de manque de coordination entre les brigades, et très clairement, ce manque de coordination entre les brigades démontre deux choses, soit l'absence d'un niveau divisionnaire opérant,
capables de coordonner les brigades, soit la méconnaissance ou l'incompétence de ce niveau divisionnaire par les Ukrainiens. Alors, très récemment, cette semaine, lors d'une visite à l'université de Nikolaïev, alors il faut savoir qu'actuellement, en Ukraine, il y a un grand débat entre les militaires et puis les politiques ukrainiens, notamment le président Zelensky, pour reculer l'âge des mobilisables. Actuellement, l'âge minimal des mobilisables en Ukraine, c'est 27 ans. Il voudrait l'abaisser à 25 ans. Bon, évidemment, le président ukrainien n'y est pas favorable, mais nécessité faisant loi, je pense qu'ils vont être conduits quand même à baisser cet âge de mobilisation de manière à récupérer de la ressource humaine. Et de la ressource humaine autre que celle des hommes âgés qui se trouvent pour la plupart sur le front. En tous les cas, lors de son intervention dans cette université ukrainienne, me semble à Nikolaïev, il a déclaré qu'il était quasiment pour eux impossible de reprendre le Donbass pour des raisons militaires, mais aussi tout simplement parce que la population était pro-russe et était très hostile à l'Ukraine. Et étrangement, il a parlé de la Crimée, alors que la Crimée, c'est historique, hein, du point de vue démographique, ça a toujours été une population russe. D'ailleurs, lorsque les Russes ont pénétré en 2014 en Crimée, plus de 90% des forces ukrainiennes ont changé d'uniforme de manière presque instantanée, et puis il n'y a aucune résistance de la part de la population. Donc c'est très surprenant. Est-ce que ça laisse augurer peut-être que la Crimée, je te rappelle, j'avais parlé de cela, hein, c'est que la pression sur la Crimée peut devenir un élément de négociation, hein, entre les Russes et puis et l'Ukraine, de manière à dire, écoutez, nous, on vous laisse ce territoire-là, mais vous nous laissez Odessa et on vous assure qu'on ne vous embêtera plus en Crimée. Parce que la question d'Odessa va se poser à terme, si jamais les Russes passent à l'offensive. Et quand je parle d'offensive, ce n'est pas les contre-attaques auxquelles on assiste actuellement. Je parle d'offensive avec une volonté de percer le front ukrainien. Alors, une étude très intéressante qui est parue sur le site Stratpol, hein, qui parle de l'armement qui est utilisé par les belligérants. Donc, alors là, on voit un soldat ukrainien utilisant un fusil mitrailleur datant du deuxième conflit mondial. C'est le Diekarev, il me semble. Je ne me rappelle plus également de. Donc ça, c'est un des excellents fusils mitrailleurs du deuxième conflit mondial des troupes soviétiques. Donc, une étude très intéressante, hein, qui fait le point de toutes les armes de petit calibre qui sont utilisées sur le front. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Évidemment, il parle de ces fameuses vagues d'assaut, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, hein. Ensuite, l'éternel problème des matériels occidentaux qui sont peut-être de haute technologie, pardon, certainement très performants dans certaines circonstances, mais qui ont des difficultés face à l'abrasivité du front ukrainien, abrasivité en raison également des frappes et des capacités de frappe russes, mais surtout des conditions climatiques et du terrain que l'on trouve sur le front ukrainien. Donc, après les déboires des Léopard 2 qui doivent être réparés en Pologne, les 31 Abrams qui ont été donnés aux forces ukrainiennes risquent d'avoir des déboires qui vont être encore plus importants, notamment en termes de maintenance, et donc de fiabilité et donc de disponibilité sur le terrain, puisque ce sont des chars qui demandent une maintenance très, très pointue, et notamment un nettoyage très, très courant, fréquent des filtres à air du moteur, sous peine de casser le moteur. Alors j'ai une question là, Hervé. Pourquoi le char Abrams, je l'ai lu dans pas mal d'endroits, un moteur à $1 million, c'est un moteur à turbine, si j'ai bien compris. Et pourquoi est-ce qu'ils ont doté leurs chars d'un élément aussi vulnérable et fragile? C'est bizarre quand même. Ah, je ne suis pas un spécialiste des chars, il faudrait demander à Blablacar, justement. Oui. Je regarderai d'ailleurs D'ailleurs, je conseille à tout le monde de suivre le compte de Blablacar, hein, qui est vraiment le spécialiste des blindés. Bon, je le connais bien, on était pareil. On est rentré à l'armée ensemble en 83, et lui était dans la même section que Michel Goya, tu vois. Tout ça, c'est un petit monde.
Et donc, c'est vraiment un gars qui est passionné par ça. Et puis, d'ailleurs, on devait faire une interview. Malheureusement, on n'a pas pu la faire. J'espère qu'on pourra la réorganiser si jamais, parce que c'est vraiment le spécialiste des blindés. Il pourrait nous expliquer ça très bien, mieux que moi, je vais le faire. Alors, il y a des choix sur la performance, parce que dès que tu as un moteur à turbine, tu as des capacités d'accélération. Hein, c'est le cas du T80, puisque les Russes ont un char également avec un moteur à turbine. D'ailleurs, ils se sont également plaints de ce char-là pour des raisons de maintenance. C'est le T80, très typiquement, mais avec un carburant classique, alors que l'Abrams, lui, a un carburant, enfin, les Américains utilisent du kérosène. Donc, je ne sais pas si les Abrams ukrainiens utilisent du kérosène, puisque les Australiens qui ont des Abrams utilisent du gasoil, hein, pour leurs Abrams. En tous les cas, si jamais les Abrams qui ont été livrés aux Ukrainiens utilisent également du kérosène, tu imagines encore plus la complexité de cette chaîne logistique qui, au-delà de la maintenance et des pièces détachées, va être liée également au type de carburant. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, hein. Si, tout à fait. Alors, toujours pareil, une vidéo très intéressante qui montre la capacité des Russes à réparer les matériels endommagés sur le terrain grâce aux ateliers de campagne qui sont déployés au niveau de la division, au niveau du corps d'armée. Donc là, très typiquement, tous ces ateliers qui permettent de réparer tous ces moyens sont très importants en fait. C'est ça qui permet à une armée d'avoir des moyens sur le front. Hein, parce qu'une armée peut avoir sur le papier énormément de matériel, mais si ceux-là ne sont pas entretenus, ils ne sont pas capables de se mouvoir ou d'être opérationnels, eh bien, c'est un leurre, en fait, tout simplement. Hein, donc, la donnée importante, c'est la disponibilité des matériels. Et cette disponibilité des matériels, elle est liée à la capacité de maintenance à proximité du front pour remettre en état de mise en œuvre des matériels qui auraient été endommagés. Donc, c'est la capacité qu'ont les Russes. Pourquoi? Parce que grande standardisation des matériel très rustique. Et c'est une capacité qu'avaient également les Ukrainiens lorsqu'ils avaient encore majoritairement des matériels ex-soviétiques ou, on va dire, reconstruits ou améliorés à partir de matériel soviétique. Là, maintenant, avec les matériels venant de l'Occident, c'est beaucoup plus compliqué. Un compte à suivre concernant le suivi des matériels utilisés par l'armée ukrainienne, c'est Stevius. Bon, c'est un professeur d'histoire qui a une chaîne qui est très intéressante sur le plan de l'étude des grandes batailles de l'histoire. Il est un peu moins intéressant sur le plan de l'étude du conflit actuel parce qu'il a un parti pris qui est très clairement pro-ukrainien, mais il fait un gros travail quand même d'analyse et puis surtout d'identification des matériels, notamment que ce soit les chars de combat utilisés par l'armée ukrainienne, donc essentiellement pour ce cas-là des chars qui sont issus d'anciens modèles russes, T-64 et T-62, mais également c'est là où on voit la grande disparité des moyens qui ont été fournis par les Occidentaux à l'armée ukrainienne, notamment en ce qui concerne les véhicules de combat d'infanterie. Donc, je te dis très clairement, ça, c'est ingérable. On est quasiment sur des parcs qui sont complètement, presque pour certains, anecdotiques, hein, donc avec une capacité de maintenance qui, à mon avis, est très douteuse, et on peut même avoir certains matériels qui sont quasiment du matériel jetable. C'est qu'à partir du moment où il est endommagé, il y a de fortes chances qu'il ne soit même pas réparable. En tous les cas, il n'y avait pas d'autre moyen pour les Occidentaux comment dire, de mettre en place une aide militaire à partir de cette disparité de moyens, puisque l'armée ukrainienne avait été complètement, les moyens de l'armée ukrainienne avaient été complètement annihilés à partir de la fin de l'offensive de Kherson, quasiment, où ils ont perdu énormément de matériel. Alors, très intéressant, la vision opérative de Benoît Billon qui a été donnée sur LCI, hein, qui sort des platitudes habituelles des généraux ou des experts militaires que l'on voit sur les plateaux, qui se contentent uniquement de commenter de manière benoîte les événements ou les vidéos qui leur sont présentées par les journalistes. Bon, les journalistes, c'est normal, hein, ils sont là pour présenter une information et demander à ce que les experts autour de la table, du plateau, s'expriment. Hein. Ce que l'on peut constater, c'est que à partir des déclarations de Benoît Buat, qui je rappelle qui est un des experts de l'art opératif en France, de l'art opératif russe notamment, c'est qu'on peut constater que la stratégie d'attrition adoptée par les Russes
depuis novembre 2022 et depuis la traversée rétrograde du Dniepr qui, comme vous le savez, que cette traversée, je considère que c'est le tournant de cette guerre terrestre, et également la mobilisation partielle, c'est que, cette attrition permet de contourner ou d'annihiler le blocage tactique du front qui était dû à l'hypersurveillance de ce front par les deux belligérants. Je m'explique. C'est que l'hypersurveillance du front faisait que toute concentration de force qui pourrait être en mesure de percer, même au niveau tactique, une ligne de défense, était tout de suite repérée et frappée par l'artillerie, ou en mesure d'être contrée. Le fait d'avoir un adversaire qui est épuisé permet de créer des opportunités sur certaines parties du front, parce que même si cet adversaire arrive à détecter une concentration de force, il ne sera pas en mesure de la frapper et il ne sera pas en mesure de la contrer. C'est cela toute la logique de la stratégie d'attrition, surtout que les Russes, avec la mobilisation, le recrutement de volontaires. Alors, j'avais mis 360 000 là, sur le support de la vidéo, mais en fait, on est sur 425 000 hommes depuis le début de l'année, leur donne une capacité opérative d'action. Donc, quand est-ce qu'elle va se déclarer, cette capacité opérative? Est-ce qu'il va y avoir une offensive d'hiver? Est-ce qu'il y aura une offensive de printemps? Une offensive d'hiver, bon, c'est quand même des conditions climatiques qui sont quand même complexes. Hein. En tout cas, c'est une option. Ensuite, une offensive de printemps, s'il y a une offensive de printemps, je vois mal cette offensive de printemps se faire après le premier tour des élections russes, enfin le premier tour, à mon avis, il n'y aura qu'un tour d'ailleurs, c'est le 17 mars 2024. Autre élément intéressant, bon, ça va tout à fait dans ce sens, alors que les soldats ukrainiens disposaient d'énormément d'obus et de munitions avant la bataille d'Avdiivka, notamment lorsqu'il y a eu l'offensive sur la trouée de Zaporijjia. On est vraiment face à une pénurie de munitions, telle que c'est décrit par les servants mortiers de la 56e brigade, mortiers de 120 mm. Donc, ils sont engagés sur Bakhmout. En fait, lorsqu'on lui demande, c'était une interview d'un journal, lorsqu'on demandait à un des opérateurs de ce mortier combien il tirait d'obus par jour, 2 à 3 par jour. Vous vous rendez compte? 2 à 3 par jour. Donc, on est vraiment face à une situation très, très difficile pour les forces armées ukrainiennes. Et c'est là où cette information devient intéressante, information qui a été relevée et relayée par ce compte pro-ukrainien, l'œil du Kremlin, mais l'œil du crétin surtout. Hein. Et c'est intéressant parce que en fait, il relève le fait que les Russes seraient en train de mettre en place des brigades d'artillerie. Des brigades d'artillerie, et donc elles vont se retrouver au niveau du corps d'armée. Les brigades d'artillerie, c'est un peu comme si vous aviez des brigades de blindés, vous voyez, un peu des brigades de chars qu'avec des chars. Ça serait un signe de réorganisation et de réarticulation des unités russes pour être en mesure de percer de manière opérative le front ukrainien. Parce que ça permet de concentrer les feux dans la profondeur, notamment sur les arrières du front, les zones de déploiement logistique, les zones de PC, mais également de concentrer les feux sur une portion du front de manière à le percer. C'est ce qui a manqué un petit peu aux Ukrainiens par manque de munitions et par manque de coordination au niveau des divisionnaires, même s'ils avaient des brigades d'artillerie. Donc, c'est une information qui n'est pas anodine sur le plan opératif et sur le plan stratégique. Et si jamais, dans les semaines qui suivent, on apprend qu'il y a des brigades de chars qui sont mises en place, un peu comparative, qui pourraient être comparées à ces fameuses unités de chars qui étaient composées uniquement de chars qui ont été utilisées pour les grandes opérations opératives comme Bagration durant la Deuxième Guerre mondiale par l'armée soviétique. Ça serait un signe avant-coureur d'un plan de portée opérative mis en place par les Russes. Alors, je voudrais dire un petit mot sur l'œil du Kremlin. C'est le nom d'un compte Twitter qui accuse Hervé Carès d'être une créature au service des Russes. Alors, il a une méthode imparable. Hein.
il va sur les comptes pro-russes, alors je ne sais pas où, sur Telegram peut-être, et ensuite il compare ce qu'il trouve avec ce que dit Hervé, mais il le fait pour d'autres. Donc ça veut dire que si jamais il y a un compte pro-russe de Telegram qui dit il pleut ou il neige, et qu'Hervé dit il pleut ou il neige, c'est la preuve qu'Hervé est une créature au service de Poutine. Voilà, c'est la méthode. Hein. Bon, ce qui était intéressant, c'est que bon, il fait partie de ces gens-là. Il y en a d'autres, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Il y en a d'autres qui sont très désemparés parce qu'ils voient bien. Hein, ils savent, y compris quand le nouveau Churchill, Zelensky, vient dire bah, écoutez, on est battu, parce que c'est ce qu'il a dit. Hein. Donc, ça devient difficile lorsqu'on a dit et raconté n'importe quoi, en ne s'abreuvant qu'auprès de la propagande ukrainienne, propagande qui est légitime. L'Ukraine, elle est en guerre, elle dit ce qu'elle a envie de dire, elle fait de la communication, mais venir s'y abreuver sans distance critique, c'est quand même la preuve que le qualificatif dont Hervé affuble l'œil du Kremlin, l'œil du crétin, est parfaitement justifié. Et puis, tu sais, comme disait Mussolini, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Ah oui, oui, non, mais ça, je veux dire, tu as été intronisé, mon vieux, ça c'est normal. Hein, d'ailleurs, comment LCI s'est incliné hein, Ouais. devant la compétence. C'est la même chose, sauf que LCI sent bien que le vent tourne, donc il commence à se préparer. Bien évidemment, ils ont dit tellement de bêtises que là, il va falloir. Alors, comme les gens oublient vite, hein, je pense qu'ils espèrent passer entre les gouttes comme ça. Alors, une vidéo intéressante qui montre des images de la coquerie hein, sur Advitka. Donc, je pense que la coquerie, ça sera le dernier carré de résistance, un peu comme sur Azovstal, hein, de l'armée ukrainienne dans cette zone-là. Donc, on est sur de l'architecture industrielle avec des tunnels. Donc là, c'est une image qui a été prise par un hélicoptère russe qui va lancer un missile. On voit les engins ukrainiens qui vont se protéger dans les tunnels, qui va lancer un missile qui va rentrer dans le tunnel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la configuration de cette usine hein, et de la difficulté qu'il y aurait à vouloir y pénétrer de vive force. Donc, je pense que les Russes vont appliquer la même technique que sur Azovstal, c'est qu'ils ne vont pas chercher à y pénétrer, ils vont l'encercler, la bombarder et attendre que les défenseurs se rendent. Également, oui, vas-y, je veux dire Non, un truc. non, 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 j'allais poser une Vas-y. question. Alors, il n'y a pas d'attaque de masse comme ça, d'assaut de viande, alors, si je comprends bien. Hein. Oh, ben, on aura Euh, l'occasion d'en parler après des assauts de viande. Des assauts voilà. de viande. Là également, la tête de pont, ou plutôt le harpon à l'est du Dniepr de la part des unités d'infanterie de marine ukrainienne, très honnêtement, ce sont de très très bonnes unités. On est en train de les gâcher alors qu'elles seraient très probablement utiles pour renforcer le front à d'autres endroits ou faire peut-être une opération qui aurait du sens sur la centrale d'Energodar. Mais je pense que la centrale d'Energodar, les Américains ont donné un veto hein, sur les velléités ukrainiennes parce que c'est vraiment une opération qui aurait du sens sur le plan stratégique. Hein, parce que tant qu'à perdre des soldats dans des conditions telles que celle-ci, autant faire une opération, si elle réussit, à forte valeur ajoutée. Donc là, j'ai du mal à comprendre, même si l'objectif peut être d'atteindre la route M14, étant donné la puissance de feu des Russes, c'est incompréhensible. Alors que sur la centrale d'Energodar, s'ils arrivaient à être à proximité, les Russes auraient des problèmes, évidemment, on le comprend très bien, pour utiliser leur puissance de feu. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais peut-être que ce sujet s'ouvrira dans les semaines ou mois à venir, la centrale d'Energodar. Alors pour en revenir au front, autour de Donetsk, les Marinka, qui était une ville tenue depuis 2014 par les troupes ukrainiennes, est maintenant entièrement reconquise par les Russes. Donc c'est un élément également qui est marquant. Et pour en revenir à la situation sur Avdiivka, eh bien, on est toujours sur la fermeture de la pince et une progression au sud, notamment sur cette petite zone industrielle à proximité de la gare. Donc, la pression sur la ville d'Avdiivka se poursuit. Les Russes utilisent massivement leur artillerie
et leur aviation. Et l'axe logistique d'approvisionnement des forces ukrainiennes est sous le feu de l'artillerie russe. Sur le front de Bakhmout, les Russes ont réussi à pénétrer et à conquérir la localité de Kromovo, qui était une localité qui se trouve à l'ouest de Bakhmout. Alors, je ne dis pas que les Russes vont pouvoir tout de suite exploiter cette victoire, parce qu'il y a des mouvements de terrain qui sont à l'ouest de Bakhmout, et bien sûr, les Ukrainiens se sont fortifiés sur ces mouvements de terrain. Sur le front de Kupiansk, la pression se poursuit, et notamment sur Sinkivka. Les Russes auraient d'ailleurs pris cette ville, ce village, pardon, ou cette petite conurbation. Je pense qu'à terme, les Russes vont chercher de toute façon à reprendre Kupiansk. Il y aura une difficulté quand même sur le franchissement de l'Oskol et surtout sur la prise des mouvements de terrain qui se trouvent à l'ouest, puisque les troupes ukrainiennes y sont fortifiées. Maintenant, nous allons parler un petit peu d'information et de désinformation. Donc, encore sur LCI, c'était hier, bon, Samantha de Berden, hein, qui est une atlantiste forcenée, qui intervient de temps en temps. Elle en est toujours sur l'emoji Kaviné qui arrive en vague d'assaut, position ukrainienne. Bon, c'est toujours pareil, hein, si on veut avoir une idée des pertes, des morts, hein, du conflit en Ukraine, des morts russes du conflit en Ukraine depuis février 2022, il faut suivre les statistiques du site Mediazona. Actuellement, ils sont à 37 000 morts depuis le 17 novembre 2023. Bon, je pense qu'il y a un peu plus de morts qu'on pourrait aller sur les 50 à 60 000. Bon, tout ça, c'est une approximation, bien sûr, de ma part, hein, puisque eux ne comptabilisent que les morts qui sont avérés à partir des rubriques nécrologiques. Et dis donc, tu es en train de critiquer une chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Hein, c'est quand même pas n'importe qui. Hein, tu as affaire quand même, je ne sais pas où est la Royal Institute, mais c'est impressionnant. Hein. Bon, mon Dieu. Elle a été également à l'OTAN, hein, pour faire le pédigré de la personne. Donc, clairement, lorsqu'on est face à des intervenants comme ça, bon, on est sur des intervenants qui sont militants. On a tous des opinions, mais il y a certains qui sont quand même beaucoup plus équilibrés sur leurs analyses que ce type d'intervenants. Quand on regarde des personnes comme ça, c'est que lorsqu'on regarde une personne qui est militante, il faut l'écouter parce qu'il y a forcément de l'information, peut-être au travers de ses paroles. Mais en tous les cas, là, on est typiquement sur un discours idéologique qui se rapproche presque de la propagande allemande lorsqu'il parlait des Russes, tu sais. Alors, je ne vais pas faire de parallèle comme cela, mais bon, bref. Si, c'est le même c'est le même parallèle, c'est-à-dire que moi, ça a été un peu une surprise au moment du déclenchement des hostilités, c'est de voir à quel point il y a une forme de suprémacisme ouest-européen et occidental, de toute façon, avec qui recouvre une espèce de forme de racisme, quoi. C'est-à-dire que les Russes sont des moujiks avinés qui carburent à la vodka, etc., alors que c'est quand même une très grande nation, la capitale de la musique, pas capitale, la patrie de la musique, de la danse classique, de la littérature, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, mais ça, aujourd'hui, malheureusement, nous, on est acculturés de plus en plus, hein, et on est nourri de ce suprémacisme qui s'exprime de cette façon-là. Parce que cette personne-là, Madame de truc machin, là, elle dit ça, et à mon avis, elle est probablement pas dupe, mais elle se dit, je peux le dire parce que ça va être accepté. Voilà, c'est-à-dire, et on le voit sur les réseaux, il y a tout un tas de gens qui sont dans cette approche. Parce que c'est le dernier élément de narratif qui leur reste, en fait. Oui, mais elle sait qu'elle va trouver un public sur ce suprémacisme. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Les Russes, les orques, ainsi de suite. Enfin, bref.
On est tout à fait dans la propagande ukrainienne des nationalistes. Je dis bien la propagande ukrainienne, pas celle de l'État. La Oui, propagande mais ukrainienne des moi, nationalistes. les Ukrainiens, ils se battent. Donc, ils fassent de la propagande, je comprends. Mais là, en l'occurrence, elle ne se bat pas. Hein. Donc, bon, enfin. Ah non, non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Pourquoi j'ai eu une rupture de machin? C'est pas grave. Bon, bref. Et là, deuxième intervention, donc c'était. Alors, elle est remarquable, cette Ukrainienne, là, Oksana, je me rappelle, Mevinskou, j'ai toujours du mal avec leur nom, hein. Donc, Oksana, alors elle fait partie des plus excitées, hein, sur les plateaux télé. Donc, je pense qu'elle est vraiment la représentante d'un courant radical nationaliste qui fait l'objet des 3% de représentativité électorale en Ukraine et qui a rappelé que de toute façon, dans le Donbass, c'était des traîtres blancs ou des pro-russes, hein, ils sont des criminels et qui mériteront d'être jugés lorsqu'on aura reconquis le Donbass. Voilà. Tout va bien se passer. C'est clair que après, on comprend les prises de position du président Zelensky par rapport à la reconquête du Donbass, hein. Mais Mon avec Dieu, des excités comme ça. Alors, le problème du président Zelensky, c'est qu'il est entouré d'ultranationalistes comme ça, hein. C'est ces elle est. ultranationalistes qui l'ont obligé à changer de discours par rapport à son élection de 2019, où je rappelle, il avait été élu sur un Ouais. programme de paix avec les républiques séparatistes, et bien élu à 73%. Hein, donc la pression des ultranationalistes au sein de l'appareil d'État ukrainien, qui ne sont pas représentatifs sur le plan électoral, mais qui sont partout où cela compte, et notamment dans les dispositifs de sécurité de l'État ukrainien. Et Zelensky sait qu'il risque sa vie. Ils lui ont dit d'ailleurs, hein, quand on va peut-être en parler un peu sur les négociations, je parle même des accords de Minsk. Les accords de Minsk n'étaient pas applicables par Zelensky parce que les nationalistes lui ont dit, si vous touchez à la Constitution, il fallait faire une modification de la Constitution pour donner de l'autonomie au Donbass, eh bien, c'est une balle dans la tête, c'est garanti. C'est garanti. Donc voilà, Ouais, oui, tout à fait. il est prisonnier, hein, de ce Il, groupe. il a été menacé physiquement, de toute manière. Alors, maintenant, comme tu le dis souvent, c'est à la fin de la. Malheureusement, la foire qui est dramatique n'est pas encore terminée, mais les premières bouses commencent à sortir. Et c'est vrai que ça commence à sentir un petit peu la merde, quand même, faut quand même le dire. Et là ben, écoute, donc il y a le point. La Russie arrive au bout des stocks d'armes, d'équipements militaires. Ça, c'est le 31-10-2022. Ensuite, il y a Michel Goya qui. Ah, le colonel Goyafi, la débâcle russe en Ukraine, une leçon pour le modèle français de défense. Au secours, surtout, ne lui donnez aucune responsabilité institutionnelle. Ne le faites pas rentrer au cabinet du ministre de la Défense français parce que à ce niveau de nullité, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas nul. Moi, son Oh, livre oh. sur la fin de la Première Guerre mondiale est très intéressant. Mais je veux dire, il a sa lucidité, sa compétence obscurcie par je veux dire, le fait qu'il soit devenu militant. Alors, il est Oui, devenu c'est militant, et ça. là, je vais être sévère, il est devenu militant pour des raisons matérielles, parce qu'il aspirait à la reconnaissance, parce qu'il a été payé pour ça. Hein. Tout ça n'est pas très glorieux. Et surtout, il est désormais ridicule, il est un petit peu disqualifié, déconsidéré déjà, mais disqualifié. Moi, je veux dire que si vous êtes pris je veux dire, sur le fait d'ânerie de ce niveau, ça en dit long sur la revendication de votre capacité d'expert. Hein. En fait, il est très très bon sur l'analyse tactique des opérations, comme toujours, mais on en revient à ce que disait Benoît Billon, et on aura l'occasion d'en parler, et également Sylvain Ferreira dans leur analyse de l'art opératif, c'est que la focalisation sur la bataille fait oublier qu'on peut gagner une guerre en ayant perdu beaucoup de batailles. C'est comme ça que les nordistes ont gagné la guerre face aux sudistes, parce qu'ils ont gagné sur le plan opératif, même si au niveau tactique, ils étaient inférieurs. Donc c'est pour ça, cette focalisation sur le niveau tactique ou même sur des micro-événements qui sont même infratactiques fait qu'on oublie le sens stratégique, les paramètres stratégiques qui après de ces paramètres stratégiques vont découler des paramètres opératifs. Alors, c'est pas seulement
c'est là où je te suis pas complètement. C'est pas seulement effectivement une vision, hein, et des formes d'analyse qui sont critiquables, mais c'est aussi un engagement directement politique. Il a été celui qui relayait la propagande pro-russe du système médiatique français, et il l'a revendiqué. Et sa grande joie, c'était d'être reconnu par Libération, par l'Obs, et d'avoir son rond de serviette chez LCI. C'est ça qui est... Et d'être invité par l'Institut Aspen. Alors là, c'était vraiment la consécration, hein. Si les Gémons, qu'il n'avait pas manqué de critiquer dans des phases antérieures, si les Gémons le reconnaissaient et la pointaient, ça, c'était magnifique. Alors, toujours maintenant, alors, on va commencer par être dans des sujets qui sont un petit peu risibles. Donc, c'est les bains de sang de bois de cerf de Poutine. Donc, ça, c'était en avril 2022. Ça a été relayé par Le Point, quand même, et puis par d'autres médias que je ne citerai pas. Donc, c'est typique, en fait, de ce type de propagande avec des informations qui riment en rien, ça ne sert même pas à informer. C'est grotesque. Mais en tout cas, c'est pas forcément euh, facteur de crédibilité des médias concernés. Ensuite, bon, également, il y a quand même Guillaume Ancel. Je pense que Guillaume Ancel, c'est avec Xavier Titelman ceux qui sont les plus dans le discours parfois délirant ou militant. Alors lui, il est vraiment délirant, ce garçon, et il appelle le docteur Maboul, donc c'est un compte Twitter que j'aime bien, qui reprend le thème de la réalité, un retour à la réalité. Et, bon, c'est lui, il collectionne en fait les fameuses bouses, lui, il les a toutes enregistrées, de temps en temps, il les sort. Donc le gars me les envoie, comme il a vu que ça m'intéressait, donc je le remercie d'ailleurs, hein, le gars ou la fille, mais je pense que c'est un gars. Et voilà, donc je ne sais pas si on a le son, mais il faut quand même écouter parce que j'ai la vidéo, je vais mettre le son. Hein. J'espère que nos auditeurs vont entendre parce que c'est quand même un grand. D'ici fin septembre, début octobre, les Ukrainiens auront percé. Moi, j'ai le sentiment, mais ça n'est qu'un sentiment d'un vieux soldat, que actuellement, ils sont en train de percer une brèche dans le sud du front, dans la région de Zaporizhzhia. Pourquoi? Parce qu'ils envoient des réserves que jusqu'ici, ils avaient gardées précieusement de côté. On sait qu'ils ont très peu engagé les unités les mieux équipées, celles équipées de chars Léopard 2. On sait qu'ils les gardaient en réserve. Ils les gardent en réserve. Et là, ils commencent à les engager parce qu'ils sentent que Robotine a toute son importance, pas à cause du village qui est inexistant, parce que Robotine, c'est le cœur de la digue que les Russes ont érigée pour se protéger de l'invasion, de l'offensive ukrainienne. Et donc, si la digue cède à cet endroit, là, on a la possibilité de submerger le dispositif russe, ou comme le disait Antoine, si c'est trop tard, ben en fait, ils rentreront, mais ils s'épuiseront sans pouvoir déstabiliser le système russe. Par contre, je voudrais juste terminer avec ça. Je pense que les Russes ont fait une erreur stratégique. Ils ont énormément mobilisé de moyens pour faire cette digue, mais elle est trop longue. En fait, c'est une ligne Maginot. Et ils sont en train de découvrir qu'ils ont reconstruit une ligne Maginot de 1000 km dans laquelle ils ont immobilisé troupes d'unités. Aujourd'hui, ils sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de troupes disponibles pour contrer l'offensive ukrainienne à 3 ou 4 endroits précis. Et c'est ça qui les met en fragilité. Et tout va jouer dans les semaines qui viennent. Est-ce que les Ukrainiens percent cette brèche? Et c'est un retour. Voilà. Ce que disent... Donc, j'arrête là. Non, mais c'est... Non, mais bien sûr, non, mais c'est prodigieux. Alors, je fais une remarque là, à ce stade, c'est que dès ce moment-là, moi je l'avais vu à l'époque, cette vidéo, elle se baladait sur les réseaux. Ouais, c'est 29 août, hein, 29 août quand même. Hein. Et on en avait parlé, Hervé, on en avait parlé, et on savait dès ce moment-là que c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait bon, ce qu'on dit tous les deux depuis très longtemps, la supériorité des feux, la supériorité de l'industrie, enfin, malgré le soutien de l'OTAN, les carences terribles de l'Ukraine pour mener ce combat, et que par conséquent, on savait ce que c'était la ligne surovikine, et ça, je veux dire, on savait déjà que c'était grotesque. Alors aujourd'hui, c'est cruel aujourd'hui, mais comment pouvait-il dire des choses pareilles avec naturellement Pierre Aski en face, puis je ne sais plus comment s'appelle la journaliste, alors elle qui est une militante hystérique, russophobe, mais
ils écoutent ça comme ça et ils prennent ça pour argent comptant en hochant la tête. Donc, Personne. Aski n'est pas un imbécile, c'est un journaliste. Moi, je l'ai connu au moment de. C'était ouais, un ouais, spécialiste de l'Afrique du Sud, mais ouais. bon. Mais je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'ils ont un expert, ancien militaire, qui commence le truc, le sentiment d'un vieux soldat, tu vois déjà, il tombe le truc, hein, et un expert militaire qui est rémunéré sur les chaînes France Info de mémoire, et puis donc c'est dans l'air, mais en fait, lorsqu'il déploie sa démonstration, c'est du roman, feuilleton ou de la science-fiction ou un délire. Hein, et il a son blog c'est du même acabit. Il m'a bloqué, moi, parce que je ne l'ai pas attaqué personnellement, je lui ai simplement dit que ce qu'il décrivait, c'était de la science-fiction, et j'ai mis une photo de Cosmos 1999. Et après, il m'a bloqué. Donc, c'était pas méchant, Non, c'était c'était gentil. gentil même, hein. Tu vois, bah, ouais, tu me connais, en général, je n'attaque pas directement les Tu gens, penses, tu penses. sauf s'ils m'attaquent directement. Et donc, bref, voilà. Donc, il y a le colonel Hogar qui le connaît très bien parce qu'ils ont travaillé de temps en temps ensemble. Colonel Hogar, dont je conseille la lecture de son livre sur le Rwanda, d'ailleurs, que je viens de terminer. Les larmes de l'honneur. Il est très court, mais ça explique bien l'opération française telle que lui, il a vécu. Mais en tous les cas, donc lui, il se targue d'avoir été en opération en ex-Yougoslavie. Il était TACPI, c'est-à-dire qu'il coordonnait les frappes aériennes, hein, en ex-Yougoslavie. Donc voilà, bref. Donc c'est vraiment son heure de gloire. Bon, il a été sur le terrain, hein, donc de toute façon, peu importe. Et en fait, le sujet, c'est pas de savoir ce qu'ont fait les gens, c'est de savoir comment ils analysent les situations et ce qu'ils en retirent. Mais là, on est en plein délire, en fait. On est en plein délire. Et c'est là où tu vois que des historiens militaires comme Benoît Billan, Sylvain Ferreira ont une vision beaucoup plus lucide et, on va dire, avec une hauteur de vue que des militaires, en fait, ne sont incapables d'avoir. Bon, il n'a pas fait l'école de guerre, lui, c'est pour ça, ça doit lui manquer. Alors, j'ajoute une chose un petit peu étrange concernant ce personnage. Bon, moi, j'ai l'aversion du fait des positions qu'il a prises et comment il a tiré dans le dos de l'armée française à propos du Rwanda. Bon, ça, c'est pour moi, c'est impardonnable. Mais là, actuellement, il y a ce qui se passe au Proche-Orient. Et sur le Proche-Orient, il est beaucoup plus lucide. Et d'ailleurs, il a été en face de l'ambassadeur, il a mis l'ambassadeur d'Israël en difficulté. Il a des positions. Alors ça, c'est assez étrange. Ouais. Un peu comme Quatremer. Jean Oui, Quatremer, mais l'européiste, ouais. etc., et qui est venu parler de la Cisjordanie en termes assez brutaux d'ailleurs. C'est pareil pour. Ouais. Euh, On, c'est pareil pour lui. ouais. On l'avait souligné, hein, mais alors sur le plan politique, il y a une certaine lucidité, mais sur le plan militaire, notamment Oui, ceux oui, qui oui, croient, oui. tu vois ce que je veux dire, hein, ils ne croyaient pas à l'opération israélienne, ils croyaient que les Israéliens allaient avoir des difficultés face au Hamas, je dis sur le plan terrestre, non, là-dessus, il s'est complètement trompé. Mais on Non, en t'as revient en raison, fait t'as raison. à l'analyse tout simplement des forces et faiblesses de chaque belligérant. Ensuite, également, concernant les sanctions maintenant, François Langlais, c'est un chroniqueur que j'aime bien sur le plan économique. Ah, il est toujours assez factuel, toujours maître de lui, hein. Il admet que les sanctions envers la Russie ont bien plus nui à l'économie européenne qu'à cette dernière. Voilà, donc on est là-dessus. Alors maintenant, ils sont en train de gloser sur le fait que l'économie russe aurait basculé en économie de guerre. Alors très clairement, elle n'a pas basculé en économie de guerre, parce qu'économie de guerre, ça veut dire que la priorité, c'est la fabrication de matériel destiné à la guerre et non pas les biens de consommation, alors qu'en fait, on est toujours majoritairement sur une économie qui est tournée vers les biens de consommation. Et ça, c'est très bien expliqué dans les analyses hebdomadaires économiques de Jacques Sapir. Alors, sur l'anglais, il n'a jamais été un militant annonçant ce qu'a dit Bruno Le Maire, hein. Non, non. Il a été toujours beaucoup plus circonspect. Et lui, quand on comptera les bouses, à mon avis, il ne va pas être si Ouais. exposé que ça. Ouais, il n'y en aura pas. Et puis en plus, on a le même coiffeur tous les deux. Ah oui, ça j'avais remarqué. Aïe, Alors, on aïe, en aïe. revient à Tiens. cet événement extraordinaire presque. Ah, Alors que j'allais faire ma séance de sport, c'est un moment sacré chez moi, je vois sur mon WhatsApp une journaliste qui me demande est-ce que vous êtes disponible à 12h30 pour intervenir en visio sur le plateau. Je ne me rappelle plus le nom du, du, du journaliste. Là. Bon, peu importe, avec sa collègue, là,
Donc, bon, je dis, ouais, ok, pas de problème. Donc, j'écourte ma séance de sport, ok, je me prépare. C'est pas la première fois que j'interviens sur le plateau de LCI. J'étais intervenu il y a des années sur des problèmes de gestion de crise. Bon, voilà, bref. Donc, j'arrive sur le plateau en distanciel et il me dit, oui, voilà, bonjour, monsieur Carès, on vous remercie, ainsi de suite. On vous suit on vous suit sur X. Donc, c'est ce qui prouve bien que, de toute façon, je sais comment fonctionnent ces grands médias. En fait, ils sont sans arrêt sur Telegram en train de chercher de l'information et puis ils suivent certains comptes sur X. Ils regardent également les vidéos. Très probablement que nos vidéos sont regardées également. Et il me dit, vous avez fait dernièrement un post, je tiens à vous interroger sur la bataille d'Azika. Quel est votre pronostic? Je lui dis ouvertement, je n'ai pas de pronostic. Et après, j'ai développé ce que je voulais dire sur la stratégie d'attrition russe. Et surtout, je suis revenu, et ça, il s'y attendait pas, sur les fameuses vagues d'assaut. Et j'ai expliqué pourquoi ces vagues d'assaut n'avaient pas de sens, d'une certaine manière, à cause de la suprématie en feu russe et la suprématie aérienne. Et que dans la mesure où l'armée russe actuelle n'est pas l'armée soviétique de la Deuxième Guerre mondiale avec des effectifs pléthoriques et que les effectifs sont comptés, dès que ça coince, eh bien, ils utilisent leur puissance de feu et après, ils avancent. Voilà. Donc, évidemment, après, ça a laissé un petit blanc sur le plateau, notamment avec Didier François. Pourtant, c'est quelqu'un que je respecte, Didier François, qui a été pendant 1 an prisonnier de l'État islamique, qui a de vraies connaissances militaires, mais qui lui aussi a un discours militant. Alors, et derrière, le général Delors, qui est vraiment un des meilleurs intervenants sur le plateau, hein, qui a été patron des opérations, hein, à un moment donné, de mémoire, hein, à l'état-major des armées. Donc lui, tout simplement, il dit non, les 1000 morts par jour, c'est absurde. Il ne faut pas croire ce truc-là, je n'y crois pas. Et il dit, justement, ça a été très bien expliqué avant, les Russes utilisent, parle-moi, hein, les Russes utilisent leur puissance de feu, et puis quand ça n'avance pas, ben, ils refrappent jusqu'à ce que ça cède. Donc c'était quand même assez intéressant, hein, comme ça lui a permis de rebondir, en fait, si tu veux, dessus. Tu comprends ce que je veux te dire, Oui, hein. oui, très bien. Alors après, je suis intervenu à d'autres moments, mais bon, sur d'autres sujets, hein. Mais c'est vrai que le plateau, il y avait Arlette Chabot, Didier François, ils ont été déstabilisés. Et comme j'arrivais comme ça, parce que je pense que Didier François l'a vu, parfois je réponds à ses tweets. Donc il a vu, il s'est dit, diable, le diable rentre sur le plateau. Voilà. Et alors, ce qui est un peu intéressant également, c'est quand une armée elle a autant de pertes, à un moment donné, elle ne peut plus tenir l'offensive. Donc forcément, il va y avoir une pause opérationnelle, soit pour qu'il y ait une relève, pour qu'il y ait un changement de plan d'opération. Et tout ça, ça veut dire qu'il y aura une pause opérationnelle de 4 à 7 jours. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, ça prouve bien que tout cela, c'est le fait de la propagande ukrainienne. Mais le problème de LCI, c'est qu'ils restent en fait plugués sur la propagande ukrainienne et qu'ils ont du mal à en sortir. Ils considèrent qu'ils disent la vérité. Or, les Russes mentent forcément. En fait, les deux habillent une vérité de manière à ce que ça les arrange. Alors, je vais terminer donc par ces 2 vidéos que je conseille à tout le monde de regarder sur l'art opératif. D'abord, Benoît Billan, qui parle de son livre La guerre, penser et la faire. Moi, je l'ai pas encore terminé, je suis en train de le terminer en format numérique. Il y a un livre d'entretien avec Jean Lopez sur l'art opératif, hein, qui est un livre intéressant. Alors même si parfois on est quand même sur des débats presque sibyllins de sexe des anges, hein, parce qu'on est sur quand même, oui, on est presque sur des considérations parfois philosophiques, un peu comme dans de la guerre de Clausewitz, mais c'est un livre qui est très intéressant. En tout cas, c'est un des spécialistes de l'art opératif avec Laurent Henninger. Henninger, ça, oui. Henninger, moi je prononce Henninger, comme ça. voilà, qui est d'ailleurs le maître d'une certaine manière de Benoît Billan là-dessus. Et également la vidéo de Sylvain Ferreira là-dessus, hein, qui est aussi également très intéressante, hein, les deux se complètent. Bon, Sylvain Ferreira n'a pas écrit spécifiquement sur l'art opératif russe, mais a écrit sur la campagne de Grant pendant En la guerre de Virginie. sécession. Comment? La campagne de Grant en Virginie. Voilà, en Virginie, c'est vrai que Grant, C'est le titre du bouquin, hein. oui, c'est ça, la campagne de Grant en Virginie. Et c'est vrai que la guerre de sécession, lorsqu'on s'intéresse, moi c'est une guerre qui m'intéresse beaucoup, aux opérations sudistes et aux opérations nordistes, les sudistes sont supérieurs tactiquement, mais sont inférieurs sur le plan opératif et sur le plan stratégique. Et in fine, comme toujours, c'est le plan stratégique et le plan opératif qui va vaincre de l'excellence tactique. Et c'est ce qui se passe.
Et c'est un cas typique de Grant, hein, qui a été d'ailleurs appelé parfois le boucher par ses troupes. Hein, il faisait assez peu de cas des pertes, mais en tous les cas, c'est lui qui a conduit la stratégie de l'Union et ses plans opératifs de manière à affaiblir et amener l'État confédéré dans une situation où il ne pouvait plus que capituler. Voilà, donc j'en ai terminé. Alors, je voudrais faire une petite observation, effectivement, à la fin de cet entretien, à propos de ce qu'on nous a dit et ce que l'on a pu constater, c'est la réalité de la négociation initiale menée entre les Ukrainiens et les Russes en février et mars 2022. Là, cette fois-ci, ce sont, y compris des participants à la négociation, qui l'ont confirmé. Avant, c'était Naftali Bennett, là, l'ancien Premier ministre israélien qui avait été concerné. Et là, maintenant, c'est reconnu par Arestovitch, c'est reconnu par un des négociateurs dont je ne me rappelle plus le nom. Oui. Et donc, effectivement, le document était paraphé. Il était paraphé et c'est le moment choisi par Boris Johnson. Et ça, c'est dit par les Ukrainiens, c'est Boris Johnson qui a débarqué, qui a utilisé Boutcha. C'est là où on se pose des tas de questions concernant la possibilité d'un false flag sur Boutcha, parce que ça a été monté en épingle et ça a été une des justifications du refus de cette négociation. Si l'accord avait été appliqué, bien évidemment, cette guerre sous la forme qu'elle a prise après, c'est-à-dire Russie contre OTAN, ne serait pas déroulée. Et je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour les pauvres Ukrainiens. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'il faut relire ce qui s'est passé à la lumière de cet événement extrêmement important. Les Russes, initialement, ont fait une opération militaire spéciale. Ils sont arrivés avec une main dans le dos, en sous-effectif, etc. C'est comme l'évacuation de Kiev, des environs de Kiev et d'autres mesures qui ont été prises et qui relevaient de l'application de cet accord. Et puis, ce qui s'est passé par la suite, bien évidemment, une fois les Occidentaux intervenus par l'intermédiaire de Boris Johnson, la guerre a repris et changé complètement de nature, ce qui explique pourquoi il y a eu l'annexion des régions par la Russie, il y a eu la mobilisation, etc. Bien. Et puis, la guerre telle qu'elle se déroule jusqu'à présent. Ce que je voudrais dire, et là, c'est le juriste nouveau qui reprend la parole, c'est que ce que subissent les Ukrainiens est une horrible tragédie. On raconte 500 000 morts, je ne sais pas si c'est 400, 450 000. C'est un pays détruit. C'est un pays détruit, vidé d'une partie de ses habitants, qui subit véritablement un martyre quelque part. Bon, personne ne peut se réjouir de ça. Personne ne peut se réjouir de ça. Et moi, le premier, je considère qu'au départ, c'est l'Occident, et en particulier les Américains, les néoconservateurs américains, qui ont poussé à cet affrontement, qui voulaient cette guerre. Depuis 2014, ils l'avaient enclenché, et bien depuis le coup d'État Maïdan. Ce que je veux dire, c'est que, et là, je commence par Boris Johnson, certains disent c'est lui qu'on jette sous le bus, ça va être le bouc émissaire, parce qu'il y aura des conséquences juridiques et judiciaires. Les Russes se préparent, faut pas se tromper. Il y aura un tribunal pour l'Ukraine. Il y aura un tribunal, peut-être même plusieurs. La pauvre CPI, à mon avis, avec ce qui se passe au Proche-Orient, je vois mal comment elle pourrait s'en relever. Bien. Donc, les gens, et ça, le droit international est très clair, les gens qui ont poussé, qui ont provoqué la guerre, qui ont essayé de la nourrir, et là, je pense à tous ces experts de plateau, tous ces va-t-en-guerre, tous ces excités, je pense bien évidemment à BHL, tout cela sont considérés comme des criminels. Alors, il faut établir un certain nombre de choses, les conséquences que ça a. Mais donc, première observation, une forme de solidarité avec le peuple ukrainien dans ce qu'il a subi.
Deuxièmement, la responsabilité écrasante de certains d'avoir poussé ce pays pour cette guerre par proxy et qui ont engagé leurs responsabilités. Je rappelle toujours qu'à Nuremberg, Julius Streicher, qui n'avait jamais porté une arme, hein, qui était le rédacteur en chef du journal du parti nazi, le Völkischer Beobachter, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, eh ben, il a été pendu comme les autres. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Hein. Donc, voilà. À propos de la guerre, mon cher Hervé, ça c'est une petite référence à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je pense à Sean McGowan, qui était le chanteur des Pogues et qui a chanté une version extraordinaire de Waltzing Matilda, qui est une chanson sur l'intervention australienne dans la Première Guerre mondiale, qui est une pure splendeur. Et hier, j'ai vu une vidéo où, pendant un concert, il était un peu abîmé, hein. Donc, Sean McGowan montant sur scène pendant que un groupe jouait cette chanson, et pour venir, il dansait une valse avec sa sœur. Donc, à mémoire, je pense à cette chanson et à la façon magnifique qu'il avait eu de l'interpréter. Elle est bouleversante, hein, sur la guerre. Donc, j'ai une pensée un peu émue pour Sean McGowan, moins ému pour Henry Kissinger, qui est mort le même jour. Voilà. Donc, mais il avait 100 ans, lui. Alors, imaginez que McGowan pouvait arriver à 100 ans. Non, c'était pas possible, vu ce qu'il avait consommé et la vie qu'il avait eue. Non, 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 faut pas rêver. Il me faisait un peu penser à George Best, qui était un grand joueur de football, et alors qui disait j'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les femmes et les voitures de sport, le reste, je l'ai gaspillé. C'est effectivement une très belle phrase, c'est de l'humour britannique, comme on le connaît. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.